C'est un plaisir de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Une rencontre a réuni plusieurs personnalités du monde des affaires pour échanger sur les meilleures stratégies pour financer les PME. Il s'agit du African Business Roundtable. Nous irons à la deuxième édition de la tribune du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cet événement majeur qui a poussé la réflexion sur les enjeux actuels de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a fait un geste fort. Il a offert du matériel informatique aux 35 directions régionales et aux collèges professionnels et techniques de Tengrela. Et au Sahara 2025, une coopérative de chocolaterie a exposé les pièces de sa collection. On en saura davantage dans un instant. Nous entamons avec ce thème, briser les barrières, construire des ponts, renforcer les capacités du secteur privé afin de maximiser la ZLECAf pour le commerce et l'investissement intra-africain. Ce thème était au centre d'une table ronde en marge des assemblées annuelles de la BAD, Banque africaine de développement. Initiée par l'ABR, African Business Roundtable, cette rencontre a réuni plusieurs personnalités bien connues du monde des affaires pour partager leurs idées et expériences sur les meilleures stratégies pour lever les obstacles, financer les PME et faciliter les échanges au sein du marché unique africain. Le point avec Mondésir Nascimento. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, l'ABR, définie comme African Business Roundtable, a initié une table ronde. Réunissant des femmes et hommes d'affaires africains, il était question d'échanger autour du thème « Briser les barrières, construire des ponts, renforcer les capacités du secteur privé afin de maximiser la ZLECAf pour le commerce et l'investissement intra-africain ». Sur une même tribune, mais pour aborder des angles différents, Dre Amani Asfour, présidente de l'Africa Business Council, Touré Diabaté Massogbe, directrice de l'ABR, et Ayman El Zogbi de la Flexim Bank pour pousser l'Assemblée à des pistes de réflexion. Pour Touré Diabaté Massogbe, directrice de l'ABR, les données macroéconomiques ne reflètent toujours pas la réalité. Les PME et PMI ne bénéficient pas directement des programmes de la Banque africaine de développement. Elle propose donc que l'ABR devienne un canal stratégique de transmission entre les bailleurs et les PME africaines pour des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. C'est vrai, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les 4 journées de l'Assemblée. Nous avons entendu parler pas beaucoup de milliards, beaucoup d'investissements, mais en fait, quelle est notre part? Notre part en tant qu'entrepreneur, en tant que PME. Qu'est-ce que la femme entrepreneur qui se trouve dans tel village à côté gagne par rapport à tous ces développements? Et c'est pour ça que nous avons créé, pour poser la question comment nous pouvons briser les barrières pour permettre justement aux entrepreneurs du continent africain de bénéficier des avancées et des développements de ces structures bancaires qui se développent chaque jour que Dieu fait. Autre temps fort, les échanges autour des sous-thèmes infrastructures et connectivité, commerce numérique et innovation, financement et investissement ont permis de faire le point des réalisations et des projections pour l'avenir. Très important parce que les PME sont le socle de l'environnement des affaires dans nos pays, ce ne sont pas les multinationales. Donc il faut que les PME soient en mesure de tirer profit de ces avantages au niveau de la zone de libre-échange. Et puis le dernier point, c'est que sur le plan des projets, notamment financés par la Banque africaine de développement, beaucoup a été fait, mais il en reste encore parce que le chantier est vaste. Une chose est sûre, les voix du secteur privé se font de plus en plus entendre et si les idées partagées trouvent écho dans les politiques régionales, la ZLECAf pourrait bien devenir le véritable moteur d'une Afrique unie, prospère et tournée vers l'avenir. Pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie en milieu domestique, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en partenariat avec le groupement professionnel des pétroliers, a lancé récemment une campagne nationale de sensibilisation à l'usage sécurisé du gaz butane. Ce lancement officiel s'est tenu à la maison du patronat lors d'un point de presse réunissant les représentants des acteurs du secteur. Face à la recrudescence des incendies domestiques liés au gaz butane en Côte d'Ivoire, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie
en collaboration avec le groupement professionnel de l'industrie du pétrole, GPP, a lancé une campagne de sensibilisation à l'usage sécurisé du gaz butane. Selon les données récentes, plusieurs incendies graves ont été enregistrés ces 3 dernières années, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Cette initiative, qui se déroulera du 28 mai au 12 juillet 2025, vise à informer et éduquer les populations sur les risques liés à l'utilisation inappropriée du gaz butane. Lors de la cérémonie de lancement, le président du groupement professionnel de l'industrie du pétrole, Kadjo Moroko, a souligné l'importance de cette campagne pour la sécurité des ménages ivoiriens. Le groupement professionnel a voulu nous associer aux efforts qui sont fournis, en tout cas par notre ministère de tutelle, pour pouvoir amplifier ces efforts-là. Et donc cette campagne sera essentiellement sur la prévention, les bons gestes à faire, puisque la campagne sur la promotion a déjà été faite par le ministère depuis longtemps, qui fait qu'aujourd'hui le gaz est vulgarisé. Et donc nous pensons qu'avec notre ministère de tutelle, l'axe doit être mis plus sur la sensibilisation et de la bonne utilisation pour que nous puissions éviter les accidents qui malheureusement se constatent de temps en temps dans nos familles. Les échanges ont permis de mettre en lumière les dispositifs mis en place pour assurer la sécurisation, la distribution du gaz butane, les mécanismes de contrôle des bouteilles, ainsi que les actions menées par la Direction générale des mines et de la géologie. La rencontre s'est achevée par une présentation du rôle crucial des centres emplisseurs dans la chaîne de sécurité. Les participants ont reçu des explications détaillées sur le processus de contrôle qualité et de conformité des bouteilles. Un mot d'enseignement supérieur. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a servi de cadre récemment pour la 2e édition de la tribune du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet événement majeur a rassemblé les acteurs clés du secteur universitaire, des étudiants des différents départements, dans un cadre propice aux échanges et à la réflexion sur les enjeux actuels de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Cette activité visait à créer un cadre d'échange transparent entre les instances dirigeantes du secteur universitaire et les administrés, favorable à une cohésion au sein de la communauté universitaire. En présence de Michel Brou. Instaurer un dialogue inclusif entre les différentes composantes de l'écosystème universitaire était l'exercice donné à la tribune du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à sa 2e édition. Ici, dans un échange direct et transparent, les acteurs ont abordé plusieurs points, notamment le choix des délégués d'amphi, les réformes pédagogiques relatives aux critères d'orientation, mais surtout encourager les apprenants à promouvoir la culture de l'excellence. Par exemple, sur les travaux pratiques, je viens de leur apprendre que dorénavant, les comptes rendus des travaux pratiques qui ont cours pendant les semaines compteront pour 30% dans la note finale de TP. Et pour les TD également, l'enseignant qui fait le cours magistral en amphi sera chargé de faire les TD en amphi. Et par contre, les maîtres assistants et autres, les assistants, feront des cours de renforcement sous forme de tutorat dans les petits groupes de TD. Donc ce sera une nouveauté, c'est une réforme que nous instituons au vu d'un certain nombre de constats que nous avons faits. Et ensuite, je leur ai expliqué ce que la Côte d'Ivoire de demain attend du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, particulièrement des étudiants. Et pour me résumer, je leur ai dit que ce qu'on attend des étudiants, c'est d'étudier. Voilà, et pour qu'ils soient vraiment l'espoir de la Côte d'Ivoire de demain. Des échanges fructueux, avec à la clé un message clair au collège des délégués. Être des étudiants de mérite. Les délégués ont pu recenser les véritables préoccupations des étudiants. Et vraiment, ils sont venus, ils ont posé à cœur ouvert. Monsieur le ministre a bien voulu venir en immersion ici pour écouter et essayer de donner des réponses à ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous, on fera aussi, en tant que responsable des délégués, d'être des étudiants qui ont un comportement de bons citoyens et qui vont essayer de prendre les études au sérieux. Comme il a dit, un étudiant, il étudie. Et nous allons faire tout possible pour étudier, pour avoir... La 2e édition de la tribune du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est le symbole d'une volonté concertée des acteurs et une collaboration renforcée au sein de la communauté universitaire.
Cette initiative est essentielle pour bâtir un avenir meilleur pour les étudiants et les chercheurs et consolider les fondations d'un système éducatif solide et inclusif. En formation, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle de l'apprentissage fait un don de matériel informatique important et ce aux 35 directions régionales et aux collèges professionnels et techniques de Tengrila. Une manière pour le ministère de renforcer les capacités de formation et de l'employabilité des jeunes. Une remise faite par le ministre Kofi Nguessan au lycée technique d'Abidjan. Claver Kofi, témoin de cette remise, fait le point des activités. Des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des imprimantes et autres accessoires informatiques. C'est le don du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à ces 35 directions régionales et au collège de formation professionnelle et technique de Tengrila. Cette initiative du ministère de tutelle en collaboration avec la Banque africaine de développement vise à contribuer de manière efficace à l'intensification et à l'extension des compétences et de l'insertion des jeunes afin d'accompagner et soutenir la stratégie d'émergence de la Côte d'Ivoire. Mes amis et moi-même, nous nous engageons de mettre à profit ce matériel qui nous a été remis cet après-midi en nous mettant au travail, en allant dans le fin fond du territoire pour inscrire les enfants qui veulent bien venir à l'enseignement professionnel, enrichir notre ordre d'enseignement. Le représentant de la BAD, Banque africaine de développement, affirme que ces matériels permettront aux directions bénéficiaires d'apporter une plus-value à la formation des jeunes. Cette remise de matériel va permettre, nous l'espérons, une plus grande efficacité au sein des directions régionales, au sein du lycée de Tengrila, va permettre également de passer peut-être à la vitesse supérieure à utiliser le numérique davantage pour améliorer vos apprentissages, vos formations, etc. À cet effet, plusieurs réformes sont engagées dans le cadre de la mise en œuvre des 2 programmes du ministère, à savoir l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance. Ces 2 programmes sont mis en œuvre conformément aux instructions de M. Robert Begremambé, Premier ministre, chef du gouvernement ministre des Sports et du cadre de vie. L'une des missions des directeurs régionaux est d'assurer l'animation des activités d'information et d'encadrer les acteurs du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans leurs zones respectives. Ils sont donc des acteurs indispensables dans la mise en œuvre des réformes engagées par le ministère. Selon le premier responsable du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, cette action s'inscrit dans le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, un projet initié par le gouvernement ivoirien qui fait de la formation et de l'employabilité des jeunes une priorité. Au nom de tous les directeurs régionaux, Kone Ngolo, directeur régional d'Abidjan 1, a traduit sa gratitude au ministre ivoirien de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour le travail abattu. Tous ont réitéré leur engagement afin de permettre à l'éducation-formation de retrouver ses marques. L'actualité, c'est aussi la santé. Le ministère en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé le vendredi dernier les journées de la 2e campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ce lancement a été effectué précisément au forum du marché de la commune d'Adjamé. Cette 2e campagne de vaccination vise plus de 9 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Nous témoigne Sandrine Kwame. Plus de 9 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont visés par cette 2e campagne de vaccination contre la poliomyélite à travers 113 districts sanitaires du pays. La poliomyélite demeure d'actualité. En effet, en 2024, 31 cas ont été détectés par la surveillance environnementale, principalement à Abidjan. Cette campagne, qui débute au Forum des marchés dans la commune d'Adjamé, vise à stopper la circulation active du poliovirus dans le pays. Ce passage du mois de mai n'est donc pas un de trop. En effet, les stratégies préconisées dans les procédures opérationnelles standardisées de riposte à un événement ou une flambée de poliomyélite prévoient des campagnes de vaccination dans le but de renforcer l'immunité de la population cible vis-à-vis de la maladie. Ces initiatives visent à garantir que chaque enfant reçoive le vaccin contre la polio, réduisant ainsi le risque d'infection.
le représentant du ministre de la Santé a invité les populations à être disposées pour cette campagne de vaccination. Nous devons toujours continuer à vacciner nos enfants. La poliomyélite, c'est lutter contre la poliomyélite, c'est une course contre la montre. Il faut qu'à chaque étape, chacun fasse son travail. Nous allons vacciner pendant les 4 prochains jours. Pour cela, il va falloir qu'on ait une stratégie qui soit rigoureuse. Nos parents, les chefs que vous êtes, les guides religieux, vous fassiez en sorte que les enfants n'a jamais plateau à Tekoubé soient disponibles. C'est vrai, nous allons rentrer dans vos maisons. Après, je parle à nos agents. Mais vous devez accueillir nos agents, donner les informations pour que les agents soient bien accueillis et qu'ils puissent faire leur travail. La précédente campagne a été organisée du 28 février au 3 mars 2025 et a permis de vacciner plus de 10 millions d'enfants enregistrés. Et parlons d'hygiène. Les jeunes filles du village d'Ebimpe, localité située dans la commune d'Anyama, située dans la banlieue d'Abidjan, se sont vues sensibilisées sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène menstruelle. C'était à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai, qui vise à briser les tabous autour des règles et à sensibiliser à l'importance de l'accès à une hygiène menstruelle sûre et digne. Walter Kofi. Elles ont eu droit à un cours particulier, celui sur la santé reproductive et la santé menstruelle. Les jeunes filles du village d'Ebimpe ont été instruites sur l'attitude à tenir en cas de règles et l'intérêt pour elles de les avoir. C'était lors d'un atelier éducatif organisé par Population Service International, PSI Côte d'Ivoire et ses partenaires, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée tous les 28 mai. Nous leur éduquons sur l'hygiène menstruelle, la puberté et comment éviter les grossesses non désirées. Cela est un événement très important car il faut donner les bonnes informations à la jeune fille afin qu'elle soit autonome et que les menstrues ne soient plus un sujet tabou. On partage des serviettes hygiéniques réutilisables aux filles et puis on les apprend comment se comporter quand elles ont leurs règles, pourquoi elles règlent, on essaie un peu de leur briefer sur la puberté. En plus de se voir éduquées sur l'hygiène menstruelle, les jeunes filles ont été sensibilisées sur la puberté et les grossesses en milieu scolaire, le tout marqué par le partage de serviettes hygiéniques réutilisables. Une action très appréciée par les communautés. Et c'est pour nous une très grande joie, parce que dans notre programme, le programme des femmes au niveau du village, nous avions prévu ça, éduquer nos filles à ne pas avoir des grossesses indésirées et indésirables. Et aujourd'hui, cet atelier est le bienvenu. Nous avons vu à l'intérieur de ce courrier-là que l'idée qu'il y a derrière cet atelier cadre un peu avec le projet de gouvernance, si je peux m'exprimer ainsi, du chef du village, qui est de faire de la jeunesse, surtout de la jeune fille, un modèle, une image dans le futur Ebimpe. Le PSI tente, à travers cette action, de mettre en place des solutions pour faciliter l'accès à l'hygiène et à l'éducation en santé sexuelle et reproductive. Madame, Monsieur, c'est l'heure d'ouvrir la page du Sahara 2025. Et c'est toujours un plaisir de recevoir Alani Toua sur ce plateau pour parler du Sahara 2025. Bienvenue Alani Toua. Merci Anjasemia. Quelles sont les informations au niveau du parc des expositions? Anjasemia, il faut le rappeler que la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles dans la chaîne de production cacaoyère était comptée parmi les exposants au Sahara. La coopérative évoluant dans la chaîne de production du cacao était venue offrir aux visiteurs son savoir-faire dans la chocolaterie Made in Côte d'Ivoire avec des pièces de ses nombreuses collections, mais surtout saisir des opportunités d'affaires avec des partenaires à ce rendez-vous agricole et halieutique. C'est un reportage de Michel Brou. La société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, reconnue pour son engagement envers la qualité des produits,
a présenté une gamme impressionnante de créations chocolatées, mettant en avant l'exceptionnelle richesse du cacao ivoirien. Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir des pièces uniques témoignant de l'expertise et de la passion des producteurs locaux qui travaillent pour transformer le cacao en de délices gourmandises. La Simpa est aujourd'hui au Sahara, comme le coutume. Nous sommes venus avec nos saveurs, nous avons 6 saveurs, du chocolat au sombara, du chocolat à la noix de cajou, du chocolat au sésame, du chocolat au lait, et du chocolat 100% et aussi 80%, la poudre de cacao. On a aussi du café au petit cola, du café 100% robusta et on a aussi du café au jem-jem. Nous sommes venus avec ces produits-là, faits en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent consommer ce qu'eux-mêmes ils cultivent, ce qu'ils produisent. On ne va pas toujours produire et puis aller vendre ailleurs. Et c'est pour ça que Simpa est présent, pour montrer les valeurs de ce que la Côte d'Ivoire peut faire. Cet événement n'était pas seulement une vitrine pour les produits, mais aussi une plateforme pour établir des partenariats stratégiques. Le président a saisi cette occasion pour exprimer sa volonté de collaborer et d'explorer de nouvelles pistes pour promouvoir le chocolat made in Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus au Sahara pour faire des bénéfices, parce que quand on vient au Sahara, c'est pour se faire des partenaires, pour avoir des financiers, pour que nos projets puissent aller de l'avant. Donc nous avons besoin de financiers, nous avons besoin de partenaires, car seul on ne peut pas atteindre l'objectif que nous voulons. Donc nous sommes venus ici pour avoir ces partenaires-là. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter avec certains. Au deuxième jour, on n'a pas encore eu quelque chose de bon, mais nous attendons. Et je sens que déjà les Chinois sont là, il y a les Hollandais qui sont là. Je pense que les discussions se font, mais on verra. À travers ce salon, la coopérative Simpa s'engage à renforcer l'image de la Côte d'Ivoire comme un acteur incontournable dans le marché mondial du chocolat. Cet événement a permis de célébrer la richesse du cacao ivoirien en ouvrant la voie à de futures collaborations prometteuses. Et la journée du vendredi 30 mai 2025 a été fructueuse pour le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA en sigle. Présent au Sahara toujours, le FIRCA a animé un panel sur le thème développement inclusif et promotion du genre dans les programmes de développement agricole. Une journée qui a aussi marqué la matérialisation d'un partenariat avec PNUD. Voyons tout cela avec Konina Nourgo. Au Salon de l'agriculture et des ressources animales, le FIRCA a réuni les acteurs du développement agricole autour d'un défi majeur, celui d'intégrer les femmes dans toutes les étapes des projets agricoles. Et pour cause, elles représentent 65% de la main-d'œuvre agricole en Côte d'Ivoire, mais 75% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'Agence française de développement. Aujourd'hui, nous avons la politique du genre qui est sous différents aspects. Et donc d'abord, en matière de recrutement, il faut que le recrutement soit ouvert et inclusif. Il y a des modifications dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, nous avons des femmes. Le ministère aussi les accompagne en termes de sensibilisation, de formation. La volonté de changement est donc claire. Et le FIRCA, bras technique du développement rural, donne l'exemple. Dans le cadre de la promotion du genre dans les programmes de développement agricole pilotés par le FIRCA, plusieurs actions ont été menées, notamment la mise en place de politiques genre pour le FIRCA lui-même comme institution, mais aussi pour certaines filières agricoles que nous accompagnons. Il y a aussi la mise en place de projets, de micro-projets pour l'autonomisation des femmes dans certaines filières avec la mise en place des AVEC. Et pour couronner le tout, nous avons la mise en place de la plateforme genre agricole, qui est une plateforme qui regroupe les points focaux de toutes les filières agricoles. Cette journée du vendredi 30 mai s'est achevée par la signature d'un protocole d'accord entre le FIRCA et le PNUD, sous le regard du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Objectif de ce partenariat, le renforcement des capacités mutuelles, la mobilisation de financement et la lutte contre le changement climatique.
Les portes du Sahara se refermeront le 1er juin 2025 et déjà des bilans se font, notamment le projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire. Effectivement, Onjassemien, le PUACI a été initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole en 2021. Vous le savez, son objectif est de soutenir le gouvernement dans la fourniture d'une aide d'urgence aux petits producteurs agricoles impactés par la Covid-19, le changement climatique et engagés dans les chaînes de valeur stratégiques pour la sécurité alimentaire comme le riz et le maïs. Prévu pour durer 36 mois, le PUACI prendra fin en 2026. Entre-temps, présent au Sahara, le PUACI a organisé avec son principal bailleur de fonds une conférence de presse à son stand pour dresser son bilan. On l'écoute. Le bilan, je pense, à mi-parcours est positif et même satisfaisant. Pourquoi? Parce que, je l'ai rappelé tantôt, il y a deux indicateurs majeurs que nous avions dans ce projet, à savoir emblaver 12 000 hectares de riz, 8 000 hectares de maïs. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 400 hectares de riz emblavé, à plus de 8 800 hectares de maïs emblavé. Donc vous voyez que nous sommes au-delà des objectifs. Et nous avions une cible de soit 56 000 ménages, mais à mi-parcours, nous sommes aujourd'hui à près de 41 000 ménages touchés. Donc vous voyez que pour les 15 mois qui arrivent, nous allons rapidement remplir ces indicateurs, nous allons rapidement toucher la cible institutionnelle qui nous a été donnée d'atteindre. Donc je peux dire qu'à mi-parcours, le bilan est satisfaisant. On était sur le terrain au mois de mai, au début du mois de mai, et ça a été vraiment très très étonnant pour nous, l'engouement que ce projet-là suscite sur le terrain. Parmi les communautés. On a entendu dire que oui, le PUACI est venu nous enlever de l'insécurité alimentaire, de la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est quelque chose qui est visible, qui est palpable. Et ça a eu un impact sur la sécurité alimentaire et les revenus des producteurs. Et c'est tout pour ce soir, les informations relatives au Sahara 2025. Justement, Onjassemien. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Nous poursuivons à Yamoussoukro, l'organisation non gouvernementale Bloom, présidée par Mme Danielle Lidegwe, a organisé récemment une journée exceptionnelle consacrée à l'autonomisation des femmes. Cet événement tenu dans le cadre prestigieux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a marqué le coup d'envoi de son programme triennal 2025-2027. Nous témoigne Charles Kouakou et Soro Estelle. Cette rencontre était placée sous le thème central de l'intégration des nouveaux bacheliers dans le domaine du génie civil avec pour objectif de les initier et de les intégrer pleinement au sein de l'école. La cérémonie a été animée par une multitude d'activités captivantes, incluant des conférences, des génies expo et des prestations artistiques qui ont rythmé les échanges. C'est là qu'on va avoir une cérémonie pour dire bonne arrivée aux nouveaux étudiants, aux nouveaux génies qui viennent. Et c'est maintenant pour nous une tradition d'organiser cette cérémonie-là chaque année. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il faut inculquer des valeurs, les valeurs du génie aux nouveaux bacheliers, afin qu'ils puissent mieux se retrouver dans le domaine du génie civil ou dans le domaine professionnel. Des conférenciers de renom ont partagé leur expertise et leur expérience, offrant ainsi aux étudiants une perspective précieuse sur les enjeux et les défis du secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors j'ai prodigué quelques sages conseils qui étaient de motiver, de sensibiliser les cadets, ceux qui viennent d'arriver, à pouvoir déjà avoir un comportement respectueux envers les aînés. Parce qu'une bonne intégration passe par le respect des dévanciers. Voilà. Aussi adopter des compétences, des comportements qui pourront les permettre d'avoir un niveau intellectuel bien avancé, tel que numérique et technique. Et donc j'ai également voulu les rassurer que l'école dans laquelle ils sont est une bonne école. Aujourd'hui, les étudiants qui sortent de cette école sont recherchés dans les entreprises, dans les sociétés. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir choisi le génie civil. Pour rappel, l'École spéciale des bâtiments des travaux publics, ESBTP, est une institution spécialisée dans la formation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, proposant plus de 5 filières différentes. Il convient de souligner que l'ESBTP accorde une attention particulière au binômage, à l'accompagnement, favorisant ainsi une dynamique d'apprentissage collective et enrichissante.
Le week-end dernier, Amidou Diarra, DAF du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, fils et cadre de la région de la Bagoué, vient de faire d'importants dons aux femmes rurales de la sous-préfecture de Blességué afin de contribuer activement à leur autonomisation. Des dons composés de produits agricoles et bien d'autres à hauteur de 14 650 000 francs CFA. Le témoignage de notre correspondant Ouattara Daouda. 350 pailles, 15 tonnes d'engrais, 30 arrosoirs, 300 boîtes de semences d'aubergines, 12 pompes manuelles agricoles pour ne citer que cela, à hauteur de 14 650 000 francs CFA, que Amidou Diarra, DAF du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, fils et cadre de la Bagoué, a offert aux femmes de la sous-préfecture de Blességué, département de Kouto, à l'occasion de la célébration de la femme rurale. L'objectif pour lui est de reconnaître leur rôle indispensable dans le développement de la région et surtout promouvoir l'autonomisation des femmes. Le sens de ma présence ici aussi, c'est une reconnaissance envers nos mamans. C'est vraiment la troisième et dernière raison. Celles-là même qui nous ont permis d'être ce que nous sommes et qui n'ont pas la possibilité de vivre les festivités, j'allais dire, publiques des fêtes des mères, qui suivent ça à la télé. Pour rendre hommage à toutes nos mères, paysannes, braves femmes qui tiennent nos foyers et également qui nourrissent nos communautés jusqu'à ce que leurs enfants soient des hauts cadres de ce pays. Aucun de nos anciens n'a eu une mère illettrée. Jamais, il n'y en a pas eu. Nous avons été élevés par des femmes illettrées. Vous voyez le mystère de la vie, ce sont ces femmes qui ont donné ces lumières à toute la Bagoué. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci. C'est la toute première fois dans notre sous-préfecture d'accueillir la célébration de la femme, de la maman, avec un cachet solennel. Et cela a été possible grâce à Amidou Diarra, un homme empreint d'humilité, empreint d'humanisme. Il a bien voulu permettre aux mamans de ressentir la joie de la journée consacrée à la maman. Monsieur le parrain, vous avez toute notre reconnaissance. Une action qui sans doute va améliorer durablement les conditions de travail de ces braves femmes rurales dont l'activité principale est l'agriculture. Cette sympathique cérémonie s'est soldée par la prestation des danses de réjouissance au plus grand bonheur de tous. Et c'est ici que s'arrête cette édition. C'est un plaisir pour nous de vous le proposer. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.